Salut, c'est Anaïs de l'équipe Cap sur Ikigai. Tu es peut-être en vacances ou en route vers ou en train de compter les jours. Bref, c'est le moment parfait pour ralentir et prendre un peu de recul. Et ça tombe bien, on t'accompagne tout l'été avec des vidéos thématiques qui reprennent les meilleurs moments des épisodes de cette année. Si tu te reconnais et que tu veux aller plus loin dans la démarche, prends 5 minutes pour faire le point sur ta situation pro, le lien est en description. Bel été à toi et bonne écoute! Et il y a ça, il y a aussi sur l'équilibre de vie. Enfin, nous, ça a quand même été un gros sujet avec So, parce qu'effectivement, So a démarré l'aventure. Son petit avait quelques mois. Moi, j'ai eu un troisième enfant aussi. Sister Phil avait 2 ans. Et donc aussi en permanence de se dire quel équilibre on veut. En plus, avec Sophie, on n'a pas forcément les mêmes envies exactes ou les mêmes attentes. De se dire quel temps j'ai envie d'allouer au boulot, à ma famille, comment j'ai envie de travailler. Enfin, au tout début, je me souviens, on n'arrêtait pas de s'envoyer des messages tout le temps le soir, puis à un moment on s'est dit non mais stop, on arrête en fait. Le soir on est avec nos enfants, et puis petit à petit comme ça on rééquilibre aussi. Et donc ça pousse aussi vachement à se dire mais en fait de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin, j'ai envie de m'organiser dans ma vie globalement. Et puis en plus ça évolue aussi, donc c'est aussi de leur questionner. Oui bon cette année j'avais envie de ça, là maintenant ça évolue, je veux passer à louer plus de temps pour telle ou telle chose. Mais c'est vrai qu'on s'est beaucoup dit les choses. On a passé quand même plusieurs journées un peu de séminaire pour se dire des choses. En fait, comment on veut travailler, de quelle manière concrètement ta journée, ta semaine, ça va être quoi, vacances. Est-ce que tu auras besoin de combien de salaire, on a beaucoup déminé les sujets. Moi, c'est pareil, je suis plutôt en mode tortue dès qu'il y a un conflit. Mais là, en fait, pas le choix, faut se dire les choses, sinon ça pourrit la relation. Ça risque de pourrir, ouais. Je sais pas si c'est vraiment un conseil, mais moi, c'est vrai qu'avant de me lancer, ce qui me faisait un peu peur, c'est que pour moi, l'entrepreneuriat, c'était forcément sacrifier sa vie personnelle. Mais ça me faisait super peur. Pour moi, c'était forcément devoir embaucher, faire des levées de fonds, avoir des investisseurs. Je voyais que ce modèle-là. Et ce qui m'a aidé justement, c'est d'ouvrir un peu et d'identifier d'autres modèles et voir qu'il y avait d'autres voies possibles. Et j'aime beaucoup Dorothée, par exemple, la fondatrice de Bilboquet Déco, qui est une marque de peinture et de conseil déco. Et elle coupe pendant les vacances scolaires. Elle privilégie aussi beaucoup sa vie de famille et sa entreprise semble fonctionner. Donc c'est vrai que ça m'a aidé de voir qu'il y avait d'autres modèles possibles et de dire voilà un peu ce que je disais tout à l'heure, qu'il y a plusieurs fois, il y a plusieurs voies, plusieurs façons de faire et de développer. Et donc peut-être essayer de d'autres modèles et de se dire que ça peut être possible, qu'il n'y a pas qu'une voie et qu'il ne faut pas écouter tout ce qu'on peut lire et sur Insta. Ouais, je te rejoins complètement. Et comment est-ce que vous vous définissez? Du coup, vous vous définissez pas comme une start-up, parce que la start-up, pour moi, en tout cas, évoque ce côté que voilà, on a 2 ans pour réussir à faire ses premières levées de fonds, éventuellement ensuite pour préparer le passage en bourse. Enfin, la start-up, elle en tout cas, elle est connotée selon moi de cet excès de performance, de cette en gros, c'est on dort pas, on mange pas dans 2 ans pour la monter. Moi, c'est une vision que j'ai eu aussi à un moment et j'ai eu le même. Je pense que c'est la même chose que toi qui m'a à un moment poussé à quand même tenter l'aventure, c'est de se dire en fait c'est à nous de choisir le business model quoi. Et comment vous vous définiriez du coup comme entreprise? Est-ce que parce qu'il y a quand même un vecteur, vous faites travailler l'insertion sociale, enfin tout ce qui est en même temps comment est-ce que vous définissez une petite PME, Moi je dis qu'on a une marque et voilà, l'ambition effectivement c'est de ce que de mon point de vue, l'ambition de la start-up c'est effectivement de grandir très vite pour éventuellement revendre, etc. Nous notre ambition c'est de développer Sister Phil pour que effectivement les bienfaits de certaines méthodes naturelles soient accessibles aux femmes.
Mais notre ambition personnelle, c'est de pérenniser l'entreprise, de la développer pour qu'elle soit vivable et pour que, en gros, nous, on puisse aussi se tirer un revenu de cette activité-là pour qu'elle grandisse jusqu'à temps que nous, on soit bien dedans, en fait. Mais on n'a pas d'ambition de niveau de chiffre d'affaires, à court terme. Peut-être que ça viendra un jour, hein. Mais en tout cas, ce qu'on veut, c'est faire quelque chose qu'on aime, proposer au monde quelque chose qui a du sens pour nous, du sens, du sens pour les autres. Et franchement, moi, une de mes premières motivations, c'est de le faire avec quelqu'un que j'apprécie. En particulier Sophie et plus globalement les personnes avec qui on travaille, et de faire quelque chose que j'aime. Moi, c'est vraiment mon moteur. Et effectivement, et évidemment dans le monde dans lequel on vit, de tirer un revenu de cette activité qui me permette de vivre selon les critères que je me suis fixés. Quelles ont été tes principales difficultés pour concrétiser ton projet? Instinctivement, j'ai envie de dire que j'en ai eu aucune, parce que tout était tellement évident que quelles qu'aient été les difficultés matérielles ou organisationnelles, ça se posait pas en tant que difficulté. C'est pour aller là, il faut que je fasse ça, et c'était une évidence. Le parcours s'est aligné, j'ai mis les choses en place et ça s'est fait. A posteriori, ce que je dirais, c'est depuis que j'ai suivi le parcours de formation de Baptismed et que j'ai développé donc mon entreprise autour de ça, la difficulté et l'erreur, ça a été de rester bien aligné avec ça. Comme c'est un protocole de gestion du stress, ma première idée et ma première envie, ça a été d'aller sur de la gestion du stress et de l'aide aux risques psychosociaux, au burn-out, au stress post-traumatique. En fait, je me suis aperçu que quand je mettais un pied sur le monde de l'entreprise, l'envie de développer mes prestations auprès des entreprises pour prévenir les risques psychosociaux, je suis moins dans l'aide à autrui que quand je vais sur du stress post-traumatique et du burn-out. Donc, il y a un truc qui est moins aligné avec moi et ça n'a pas fonctionné. J'étais dans une démarche plus mercantile, même si c'est pas que ça, bien évidemment, mais j'étais dans une démarche plus mercantile et le résultat est que ça a pas complètement fonctionné. Je me suis aussi beaucoup reposé sur d'autres personnes, en leur faisant confiance sur il faut que j'aille par là, il faut que je m'organise de telle manière, et en arrêtant de m'écouter parce que c'était plus facile. Pas parce que les personnes étaient malveillantes ou plus fortes ou parlaient plus fort que moi. C'est ma responsabilité. C'est qu'à un moment, j'ai arrêté d'écouter ce que j'avais au fond, et que j'étais plus là-dedans. Donc, si je devais résumer pour répondre à ta question, la grosse difficulté, c'est de bien rester aligné avec ce qui fait notre ikigai, avec qui on est, ce qu'on est, ce qui fait sens pour nous. Même s'il y a d'autres choses qui peuvent faire sens, qui peuvent faire envie, c'est pas toujours évident. Je m'aperçois aujourd'hui que ce vers quoi je vais, c'est pas quelque chose qui va me rapporter autant ou qui pourrait me rapporter autant que ce que je pouvais imaginer quand j'ai commencé à vouloir démarcher les entreprises. Mais c'est quelque chose qui va faire du sens et qui, je sais, arrivera à me faire vivre comme il faut, sans mettre encore une fois un objectif financier ou budgétaire devant. J'en veux pour preuve que plus d'un an après avoir commencé les démarches auprès des entreprises, j'ai entrepris une démarche de certification de patient expert en addiction, et que depuis 6 mois, j'ai réorienté toute ma communication, tout mon démarchage, toute mon activité et ma prospection de mes prestations autour de ça, et ça s'aligne et ça fonctionne en fait. J'ai pas d'autre explication de dire qu'à partir du moment où je suis revenu à ce qui fait qui je suis, par quoi je suis passé, la plongée, l'addiction, aider les autres, ça marche. On a commencé, c'est vrai que directement je t'ai dit que c'était l'art que je voulais faire, que je voyais que ce chemin-là, qu'il y avait que ça où je me sentais bien et vraiment en phase avec moi-même, quoi, où il y avait tout était limpide et je me sentais vraiment bien, heureuse et en paix, voilà, dans ce que je faisais, mais que voilà, c'était très compliqué à mettre en place puisque premièrement, je n'ai aucune formation dans ce domaine. Je ne peux pas me proclamer artiste, enfin c'est assez dérangeant. Et puis de toute façon, on ne devient pas artiste comme ça, il faut bien pouvoir manger, avoir un toit sur sa tête, et ces questions étaient compliquées à résoudre, voilà. Et donc
j'étais un peu perdue, mais en te disant, malgré tout, je vois que ça. Oui. C'est vrai que dans ton cas, ce qui était assez évident, c'est que ça a été posé dès le départ. Et c'est sur quoi finalement on a plus travaillé, c'est de se dire, bon, euh, super quelque part parce qu'il y a quelque chose, mais pas de bol parce que artiste, c'est pas la voie la plus simple. Quand, comme tu dis, on n'a pas fait de formation, on débarque et en plus derrière le fait d'être artiste, il n'y a pas juste un métier, il y a aussi une reconnaissance de pair. Voilà, quand on passe un diplôme et puis qu'on est instituteur, on est instituteur. On peut fabriquer, on peut élaborer beaucoup de choses artistiquement parlant, et pourtant ne pas se ressentir artiste parce que c'est une qualité qui traverse aussi plein de choses à l'intérieur de soi-même en termes de légitimité et ça passe par le regard de l'autre aussi. Et il n'y a que le temps pour vraiment pouvoir le ressentir. Et c'est vrai on a du coup décidé de rester ouverte sur un certain nombre de pistes que tu donnais quand même, puisque il y avait aussi comment exprimer quelque chose, et ça pouvait passer par le langage des signes, ça pouvait passer par en fait plein d'autres outils dont tu maîtrisais bien le fonctionnement. Mais ça restait. Et effectivement, pouvoir dire, eh bien, je me déclare comme artiste, c'est passé surtout par un travail de confiance, d'imprégnation, d'infusion, et puis de choix, de prendre cette liberté de dire, je veux devenir artiste. Et donc, pour cela, il faut que je me mette dans ses bottes, avec tout ce que ça comporte pour me mettre en chemin. Quelles ont été les principales difficultés que tu as rencontrées pour concrétiser ton projet, sachant qu'il est encore en cours de concrétisation? Il est encore en cours. Spontanément, je dirais que la plus grande difficulté, ça a été moi-même. Ouais. Ça a été moi-même, mais je m'en rendais pas compte. Et j'avais l'impression de pas être assez claire, pas être assez compétente. Par exemple, pour la vente. Mais vendre des accompagnements ou vendre un accompagnement, un rendez-vous, c'est l'enfer pour moi. Et je me disais, non, mais ça, tu le fais tellement spontanément que tu pourrais discuter avec des gens pendant des heures et tout ça, tu vas pas le faire vendre. Tu vas pas le vendre. Et finalement, je me suis rendu compte que j'étais pas faite pour être mise en avant. Et en fait, la frustration qui vient de ça, parce que tu as envie de faire quelque chose, tu sais que ça peut aider, mais malgré tous tes efforts, il n'y a pas de résultat. Donc il y a cette, tu vois, c'est moi qui me mettais en difficulté. Donc la plus grande difficulté pour moi, c'est moi, parce que je pourrais dire que c'est le manque de temps, d'argent, mes enfants, la famille. En fait, c'est des fausses excuses, tu vois. Vraiment, clairement. Bien sûr que ça aide quand tu as de l'argent. Moi, ça m'aide d'avoir un temps partiel en étant salarié parce que ça me garantit en tout cas une sécurité financière pour payer le quotidien. C'est confrontant de devoir choisir ça, mais en tout cas voilà, j'ai sorti du temps pour mon activité et je dirais que toutes les excuses que je pourrais me trouver sont finalement que ma difficulté c'est moi-même, c'est auprès de moi. 2 choses par rapport à ça. C'est vrai que j'incite beaucoup à la sécurité, parce que c'est un temps long, la reconversion, le fait d'oser quand on a un projet, aussi aligné avec soi-même. C'est une forme d'intimité, donc bravo. Je pense que c'est au bon endroit. Surtout quand il y a de la pression sur quelque chose, c'est pas là où on le fait le mieux. C'est mieux de savoir faire la part des choses. Et c'est vrai que se vendre, bon, c'est les personnes que j'accompagne, elles ont toutes ça en commun de pas forcément savoir le faire ou de pas être à l'aise avec le faire. Et à chaque fois que je peux, je dis: «Mais ça peut aussi être une rencontre». Et on ne vend pas soi-même, on vend quelque chose qui est plus grand que soi. Et juste on se dit: «Ah mais si cette personne-là, elle pouvait savoir qu'elle a tout dans les mains, que c'est OK d'être dragon de temps en temps. Si de temps en temps, elle peut avoir un moment de qualité avec son enfant. Si de temps en temps, elle peut dire: «Ah, j'aurais aimé pas être un dragon». C'est immense, en fait. Donc, en fait, pas essayer de penser à soi: «Oh, dis donc, pour qui je me prends?» mais juste vraiment revenir à chaque fois au projet. Si tout le monde pouvait avoir, cette idée de la parentalité, au moins l'idée: «Waouh, qu'est-ce qu'il irait mieux ce monde?» d'une certaine manière. Et Ouais, du c'est coup, vrai. tu en mode mission, en fait. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, complètement. Et puis c'est David Laroche, je crois, qui dit ça, qui dit il faut remettre aussi l'argent à la bonne place, c'est-à-dire qu'avant il y avait des trocs. Tu vois, il y avait le charpentier, il te faisait ta charpente, pendant que toi, tu lui faisais du bon pain, tu vois. Donc moi, je sais pas faire de charpente. Bon, je sais faire du pain, donc je pourrais troquer. mais, mais, tu vois, à un moment, il faut mettre aussi la valeur de l'argent là où elle est. C'est juste, en fait, en échange du service que je vais rendre, qu'on me donne de la valeur à ma parole. Et je trouve que ça m'aide beaucoup ce que tu dis, dans le sens où remettre la valeur là où elle est aussi, c'est pas moi en tant que personne, c'est mon expérience, c'est ce que j'ai perçu d'autres parents qui a pu aider. Ce podcast, je l'ai créé pour celles et ceux qui ont, a priori et aux yeux de leurs proches, suivi le bon chemin, mais qui souffrent pourtant à l'intérieur d'être à côté d'eux-mêmes, de ne pas avoir eu l'occasion de nourrir et de faire grandir cette petite musique qui murmure au fond d'eux. Le travail, c'est pas loin de 100 000 heures dans une vie. Le temps qu'il faut pour imaginer, créer et développer un projet qui te ressemble, au sein duquel tu pourras prendre ta place pour y faire vivre tes valeurs, tes convictions et ton envie d'être au monde. Pour t'entraîner dans cet élan, pense à t'abonner. 2 fois par mois, tu y trouveras un peu d'inspiration pour penser ton envie d'entreprendre, cette fois, ta vie à toi. Ce podcast a été imaginé, créé et animé par Violaine Capé. Et il a été monté, orchestré et développé par Anaïs Kefurus.